apprendre sur votre regard, d'ailleurs, parce que lors de l'entretien qu'Emmanuel Macron a donné aux médias digital vendredi dernier, Emmanuel Macron, il est revenu... Brut, le fameux Brut, voilà, il est revenu sur les récentes affaires qui impliquent défavorablement les forces de l'ordre. Déjà, première question, est-ce qu'il a eu raison d'accorder déjà cette interview? Raison ou tort, il l'a fait. Il a choisi ce média, pourquoi pas? C'est pas le problème du média. Même si je trouve ça bizarre de cibler comme ça, mais bon, c'est de la stratégie marketing. Non, il faut tout de suite s'intéresser au fond. Et la première conséquence de ce qu'il a dit, c'est qu'il a détruit le lien avec la police que son ministre de l'Intérieur avait eu tant de mal à renouer. En quelques mots, il a fait pire que Castaner. On s'était moqué de Castaner, Macron est pire que Castaner. Vous avez vu tout de suite les syndicats de policiers qui ont appelé à une grève des interpellations, parce que à cause des propos du président Macron. Et on les comprend. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Marc me taquine toujours parce que je dis les mots, c'est la guerre sémantique, c'est de la guerre idéologique, c'est de la guerre politique. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, là, lui? Il a repris les mots de ses adversaires et de nos adversaires islamo-gauchistes. Il a repris contrôle aux faciès. Il a repris discrimination. Il a repris violence policière. Alors, évidemment... il a tout de suite dit oui mais je n'aime pas ces mots, je les déconstruis, etc. Bref, il a fait dans le subtil et dans le en même temps, sans comprendre que à force la pensée complexe et soi-disant subtile, c'est la pensée de la défaite et de la soumission. En vérité, il s'est soumis, il a employé les mots des adversaires et les autres ont pris ça pour une victoire. Et donc, évidemment, c'est le premier scandale de cette intervention. Si vous voulez, il n'y a pas de violence policière, je le répète, parce que la police a le monopole de la violence légitime. Il peut y avoir des violences de policiers, mais il n'y a pas de violence policière. Il n'y a pas de contrôle aux faciès. Les policiers contrôlent en fonction des comportements et en fonction de l'histoire et des quartiers, etc. La meilleure preuve, parce que Macron dit qu'un jeune homme non blanc est toujours sujet à contrôle, à méfiance, etc. J'aimerais qu'on m'explique ici si les Asiatiques sont non blancs ou s'ils sont blancs. Et je ne vois jamais les Asiatiques se plaindre de contrôle aux faciès. Il y a peut-être une raison. Vous voyez, voilà. Donc il faut arrêter avec ça. Et là, le président de la République française a repris les arguments de ceux qui veulent détruire la République française, qui veulent détruire l'État, qui veulent détruire la police française, qui veulent la désarmer. Et c'est vraiment une action, une mauvaise action qu'a conduite le président de la République. Avant de passer à ma prochaine question, est-ce qu'on ne s'arrête pas uniquement sur la sémantique? Parce que lorsqu'on réécoute vraiment toute l'interview du chef de l'État, sur le fond, on sent qu'il a voulu défendre les policiers. Oui, mais... La sémantique efface tout? Ah, mais oui. Excusez-moi, moi je pense qu'il faut refuser les mots de l'adversaire. C'est la première règle en politique. On n'emploie pas les mots de l'adversaire. Sinon, on se met dans sa main. S'il avait voulu défendre les policiers, il aurait défendu les policiers. Et il aurait dit « je refuse ces termes-là ». Comme je l'ai fait, comme Darmanin l'a fait. Voilà, même Darmanin l'a fait. Et moi, je le fais ici tous les soirs. Il y a d'autres qui le font. Il faut pas accepter de prendre les mots de l'adversaire. Ce sont des adversaires. Les islamo-gauchistes sont des adversaires de la France. Et donc, il faut les prendre comme ça. Alors, lors de ce même entretien, le président a annoncé vouloir honorer dans l'espace public celles et ceux qui sont invisibilisés. Il a demandé une liste de 300 à 500 noms de personnalités noires ou arabes pour les donner à des rues, à des places. Avec ce geste, le président de la République, est-ce qu'il ne permet pas à ceux qui se sentent exclus de la communauté nationale de s'y retrouver et finalement de s'y assimiler? Moi, je lui demandais, si j'avais été là, je lui aurais demandé pourquoi il n'aurait pas pris une liste de 300 Italiens, de 300 Espagnols, de 300 Russes, de 300 Portugais. Ils ont vendu du beurre aux Allemands, eux. Ils n'ont pas le droit, ils ne crient pas assez fort, ils ne tapent pas assez fort, ils ne frappent pas assez sur les policiers. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ne pas être reconnus, eux, à leur juste valeur? Est-ce qu'ils ont demandé ça, eux, quand ils étaient immigrés ou enfants d'immigrés? De toute façon, ça va dans un ensemble. C'est très intéressant. Vous
Vous parliez de la déclaration du président Macron. Il y a tout un ensemble. Il n'y a pas seulement ces 300 noms arabes ou africains. Il y a aussi, en s'adressant à eux, vous êtes une chance pour la France. Absolument. Il y a aussi, si vous parlez l'arabe, c'est bien pour la France. Il y a aussi, quand on lui demande qu'est-ce que la France, il dit, qu'est-ce qu'être français, il dit, c'est adhérer à un projet de société. On ne peut pas faire plus vague. Et il dit, dans une nation-monde nourrie des cultures de tous les continents. Là, vous voyez, c'est tout un ensemble. C'est la totale, comme on dit. C'est-à-dire que, vous savez, je vous cite toujours la phrase de Proust, l'adolescence est le seul âge où on a appris quelque chose. Macron, il a eu son adolescence dans les années 90, c'est-à-dire au sommet de la domination de la culture antiraciste, multiculturaliste, mondialiste, etc., qui considère que la France a toujours été un pays d'immigration, qui considère que la France est un pays monde, qu'il n'y a pas de culture française, comme il a dit pendant la campagne présidentielle de 2017. Il en est toujours resté là. C'est ça le problème d'Emmanuel Macron. C'est que ce qu'il dit là, c'est justement le contraire, mais tout le contraire, de ce qui a permis aux vagues d'immigrants précédents de s'assimiler. Ils n'ont pas considéré qu'ils étaient une chance pour la France, mais que la France était une chance pour eux. Ils n'ont pas demandé à être reconnus pour l'histoire de leurs ancêtres. Ils n'ont pas, comme dit Macron, il n'y a pas eu des histoires. Vous savez, à un moment, il parle de la guerre d'Algérie, il parle de la colonisation, et il dit il y a des histoires et il y a des mémoires blessées et des histoires qui doivent se parler. Il a dit qu'il y a 5 ou 6 mémoires blessées de l'autre côté de la Méditerranée. Qu'est-ce que c'est que cette fadaise-là? Il n'y a pas des mémoires blessées, il n'y a pas des histoires blessées. Il y a une histoire de France. Et devenir français, c'est s'approprier cette histoire de France, je le dis. Les enfants de l'immigration italienne ne nous ont pas bassinés parce que François Ier les avait envahis, parce que Louis XII les avait envahis, parce que Bonaparte les avait envahis. Ils n'ont pas demandé une reconnaissance parce que la France les avait envahis. Non. Les enfants de l'immigration italienne, ils se sont appropriés l'histoire de France. Ils ont estimé que Bonaparte était leur grand homme, que François Ier était leur grand roi. C'est ça, devenir français. Ce n'est pas imposer sa propre histoire aux Français qui sont là depuis 1000 ans et sur le sol français. Ça s'appelle une colonisation. Vous voyez, quand les colons algériens français sont arrivés en Algérie, eh ben, ils ont construit des villes à la française avec des statues de héros français. Ah oui, ben, ça s'appelle une colonisation. Emmanuel Macron, il a dit qu'il y a toute une part de notre histoire collective qui n'est pas représentée. Il a dit que votre histoire individuelle est une partie de notre histoire collective. Ben oui, tout ça, c'est le contraire de l'assimilation à la française. C'est exactement le contraire de ce qu'ont fait toutes les vagues d'immigrants depuis 100 ans. Je ferai une autre précision parce que ça commence à m'énerver. La France n'est pas une terre d'immigration. La France, elle a 1500 ans. Elle a, depuis le 9e siècle, elle a la même population jusqu'au 19e siècle. Et elle commence à avoir des immigrés à partir de 1860. Qui sont des immigrés belges, des immigrés suisses, des immigrés... après, on passe aux Italiens, aux Espagnols, etc. Vous voyez, ce n'est pas une terre d'immigration. Et ce n'est pas une nation-monde nourrie des cultures de tous les continents. Non. C'est la culture française, c'est une culture, évidemment, qui s'est inspirée de beaucoup de cultures, qui a pris beaucoup à l'Italie d'abord, évidemment, à Rome, à la Grèce, tout ça synthétisé par le christianisme, avec des apports d'ailleurs. Il y a des apports juifs, il y a des apports musulmans, il y a des apports... vous voyez, tout ça, il y a des apports du monde entier, c'est pas le problème. Et elle peut continuer comme ça. Non, mais c'est digéré. Comprenez, Christine, c'est digéré par la France. Comprenez? Et c'est refrancisé. Vous comprenez? On peut prendre des influences du monde entier. C'est pas le problème, évidemment, qu'on a toujours été un pays d'où les gens venaient, etc. Et si etc. ça marche plus? Ça marche plus parce qu'il y a des nouvelles vagues d'immigrants qui ne veulent plus s'assimiler à la France. Et il y a des élites françaises comme Emmanuel Macron qui ne veulent plus assimiler. Ça, c'est dans les deux sens. Comprenez? Aujourd'hui, il y a un vieux texte de la Commission européenne, on parlait de la Commission européenne il y a une vingtaine d'années, qui dit l'intégration des étrangers, c'est la négociation entre les deux cultures égalitaires. Vous voyez, entre la culture d'accueil et la culture de l'immigrant d'arrivée.
Mais c'est le contraire de ce qu'a fait la France, et c'est pour ça que la France a bien assimilé. Parce que justement, les enfants de l'immigration italienne, russe, espagnole, n'ont pas appris l'italien à la maison, mais ont appris le français. Ils n'ont pas donné des prénoms italiens à leurs enfants, mais des prénoms français. Ils n'ont pas, je répète, considéré qu'ils étaient, eux, une chance pour la France, mais que c'est la France qui était une chance extraordinaire pour eux. Vous voyez, c'est un changement de perspective. Emmanuel Macron ne le comprend pas. Donc il se condamne à être toujours plus faible et d'abord, il n'en tirera rien. Parce que ceux qui voudront être français dans les vagues d'immigrants se diront mais on ne nous demande pas d'être français, alors on veut pas devenir français. Et les autres qui ne veulent pas devenir français diront bah, c'est très bien, c'est nous qui avons raison. Oui, donc tout ça ne rime à rien, il n'arrivera à rien. Une dernière question, ensuite je vais vous laisser réagir. Emmanuel Macron a abordé dans cet entretien l'écologie, les études scolaires, l'université ou universitaire, ou l'entrée difficile pour les jeunes sur le marché du travail. Donc il a voulu vraiment s'adresser à la jeunesse, rassurer la jeunesse pour qui, je cite, il n'est pas facile d'avoir 20 ans en 2020. Il a atteint son objectif? Il y a deux. Les rassurer? Je ne pense pas. Vous savez, on ne parle pas à la jeunesse comme ça. En général, il y a des jeunesses. Il n'y a pas une jeunesse. En plus, sur le Covid, la politique qu'il fait est vraiment la plus hostile aux jeunes possible. Il détruit l'économie dans laquelle ils vont rentrer et il les empêche de vivre. Tout ça pour protéger des gens qui ont plus de 80 ans, qui sont, je comprends, parce qu'ils vont voter pour lui, mais je veux dire que là, il y a quand même un problème. Mais vous savez, et puis il y a différentes jeunesses. Les gens, il y a des jeunes différents. Ils ne s'aiment pas forcément. Ils ne s'entendent pas forcément. Vous voyez, il y a des conflits au sein de chaque génération. Il y a des conflits entre générations et des conflits au sein de générations. Mais quand je vous disais qu'il a surtout montré sa faiblesse, vous savez, ça va amuser Marc, dans mon dernier livre Destin français, j'ai travaillé sur la figure de Catherine de Médicis pendant les guerres de religion. Et il y avait quelque chose qui m'avait frappé quand je vois ce que fait Macron aujourd'hui. Ça ressemble beaucoup. C'est-à-dire Catherine de Médicis, elle avait un gros problème entre les catholiques et les protestants. Et elle essayait toujours de donner des gages aux protestants. Et à chaque fois qu'elle donnait des gages aux protestants, elle se faisait taper dessus. Il y avait une agression protestante. Et donc elle revenait être protégée par les catholiques et par les plus durs des catholiques qui lui demandaient de taper sur les protestants. Et elle n'a pas arrêté d'osciller comme ça entre les deux. En essayant d'être gentille avec tout le monde, d'alterner carottes et bâtons en donnant surtout des carottes. Et finalement, elle n'a jamais réussi. Elle ne s'en est jamais sortie. Et le résultat, c'est la Saint-Barthélemy, voilà, qu'elle a déclenché malgré elle. Et moralité, c'est quoi? Pour moralité, Macron, c'est Catherine de Médicis. Marc Menon. Non, mais je crois qu'il est important que on se mette bien, parce qu'on se dénature nous-mêmes. Cette idée d'une France qui est porteuse d'une civilisation, mais dans l'idée, voilà, on a offert au monde entier, à des intellectuels, la capacité de s'ouvrir à la réflexion, de devenir des philosophes, entre guillemets. On a déclapé des individus qui étaient sous le sceau de la dictature religieuse, on leur a permis de se dire il y a un autre avenir. Et ça, on doit en être fiers. Et chez nous, nous devons batailler pour que ça reste. Éric de Ridmaten, ensuite Éric Zemmour. Sur le nom des rues, c'est vrai, je m'interroge. Est-ce que ce serait gênant d'avoir boulevard au Fouet-de-Boigny ou avenue Léopold Senghor? C'est pas gênant du tout. Pourquoi il y a... Non, mais parce que si on veut avoir des représentations africaines... Je comprends pas. On a Félix Eboué, mais Félix Eboué, c'est un Français. Mais mon cher Eric, il y a une différence. Félix Eboué est un héros français. Fouet-de-Boigny est un Ivoirien. Ils ont voulu leur indépendance. Politique français, il a été ministre contre la France quand la Côte d'Ivoire était française. 50 secondes. Je veux dire, mais Fouet-de-Boigny est un type très très respectable, mais c'était un étranger. Aussi. C'était un Ivoirien. Et sans lui, la France libre n'aurait sans doute pas pu exister. Félix Eboué, c'est pas pareil. Voilà. Mais c'est un Français. Ça vous gênerait? Ah, mais moi, rien ne me gêne s'ils sont français. S'ils sont français, moi, leur couleur de peau ne me gêne pas. Débaptisé, rebaptisé, ça vous gênerait? Ah oui, ça me gênerait, oui. Dimitri. Je soupçonne Emmanuel Macron d'avoir tenu ce discours en se disant, en ayant en tête qu'il s'adressait aux jeunes et que c'est un discours qu'ils ont l'habitude d'entendre. Voilà. Et je ne suis pas convaincu qu'au fond, je ne sais pas ce qu'il pense en fait, en réalité, parce qu'il ferait une interview à Valeurs Actuelles, il dirait, je pense autre chose. Mais c'est pire alors. Alors, ben oui, ça veut dire que c'est un caméléon. Non, mais ça veut dire que c'est un caméléon. Ça veut dire qu'il parle comme les gens veulent entendre sa parole. C'est une supposition que je fais. Ça serait pire. Merci messieurs. Ça serait pire. Moi, je préfère la mienne, au moins je lui prête
une idéologie. Vous Merci. avez raison, je suis peut-être trop flatteur. Catherine de Médicis, donc. Catherine de Médicis.